Camille Dupont vivait dans un monde fait de silence, d'habitudes précises et de fatigues bien rangées. À 34 ans, elle avait appris à ne plus attendre grand-chose des jours qui passent. Chaque matin, elle quittait le petit appartement de Montreuil, banlieue modeste de l'Est parisien, avant même que le soleil n'ose effleurer les toits. Dans la cuisine minuscule, elle déposait un baiser sur le front de son fils Théo encore endormi, puis un autre sur la joue fanée de sa mère, dont les douleurs ne laissaient plus de place au sommeil profond. Le silence était son langage quotidien, celui du métro à peine animé, celui des halls de marbre des immeubles cossus, celui des villas où le luxe se respirait sans faire de bruit. Camille était femme de ménage. Pas une de celles qui se plaignent, pas une de celles qui rêvent à voix haute d'une vie meilleure. Elle avait renoncé à ces éclats-là. Son monde se construisait à coups de chiffon, de lessive bien dosée, de minutie dans les coins qu'on ne regarde jamais. Elle enchaînait les maisons sans jamais se plaindre. Certains employeurs la saluaient d'un signe de tête. D'autres l'ignoraient totalement. Ce n'était pas grave. Elle n'était pas là pour être vue. Depuis 2 semaines, une nouvelle adresse s'était ajoutée à sa tournée. Une imposante demeure à Neuilly-sur-Seine, dissimulée derrière de hauts murs et des grilles noires, presque sans âme. Là-bas, elle n'avait encore jamais croisé personne. Elle entrait grâce à un code, nettoyait ce qui devait l'être, respectait les consignes laissées sur un bloc-notes posé dans l'entrée, puis repartait, souvent sans un mot. C'était un lieu d'ombres élégantes, de meubles anciens parfaitement entretenus, de tapis si chers qu'elle n'osait y marcher qu'en chaussettes. Le propriétaire, Adrien Morel, n'était qu'un nom sur un carnet. On disait qu'il était riche, qu'il gérait des affaires à l'étranger, qu'il n'aimait pas être dérangé. Tant mieux, pensait Camille. Elle n'avait pas besoin de plus. Les jours passaient, semblables les uns aux autres, ponctués par les visites médicales pour sa mère, les devoirs de Théo, les courses planifiées au centime près. La fatigue était devenue une seconde peau. Elle ne s'en plaignait plus. Elle vivait à côté d'elle, comme on apprend à vivre avec un bruit sourd en arrière-plan. Le soir, lorsqu'elle rentrait, elle posait son sac dans l'entrée, changeait ses chaussures, s'asseyait à table et écoutait en silence le récit maladroit de Théo sur sa journée à l'école. Il avait 8 ans, les cheveux en bataille et les yeux curieux. C'était pour lui qu'elle tenait, pour sa mère aussi, bien sûr, mais surtout pour ce petit être qui lui rappelait chaque matin que son monde n'était pas encore totalement figé. Camille n'avait pas de vie sociale, pas de sortie, pas d'amis proches. Son téléphone ne sonnait jamais pour des choses futiles, et si parfois, le dimanche soir, une vieille mélodie passait à la radio, elle laissait sa main glisser sur la nappe en tissu râpé, le regard un peu flou. Mais c'était tout. Rien qui déborde, rien qui renverse. La maison de Neuilly pourtant exerçait sur elle une étrange fascination, pas seulement parce qu'elle était immense ou parfaitement décorée, mais parce qu'elle semblait figée dans le temps. Elle sentait les livres anciens, la cire chaude, un parfum discret de musc, les rideaux lourds, les tableaux silencieux, les couloirs vides. C'était un lieu d'absence, mais pas de négligence. Quelqu'un y vivait, ou y avait vécu longtemps. Elle se surprenait parfois à imaginer cet Adrien Morel, un homme austère, vêtu de noir, penché sur des dossiers en verre fumé, ou peut-être un vieux monsieur solitaire, veillant sur ses souvenirs. Elle n'en savait rien, et elle ne posait pas de questions. Puis il y eut ce mardi, un mardi comme un autre, sauf que le temps lui avait échappé. Retenue dans une maison de Suresnes où l'aspirateur s'était bloqué dans un tapis persan, elle avait quitté les lieux avec près d'1 heure de retard. Le métro s'était arrêté entre 2 stations. L'air manquait. Et dehors, une pluie fine avait tout recouvert d'une pellicule grise. Lorsqu'elle atteignit enfin la maison de Neuilly, il faisait déjà nuit. Mais elle entra tout de même. Elle n'aimait pas laisser un travail inachevé. Même épuisée, elle avait cette rigueur-là. L'intérieur était silencieux, comme toujours. La grande cheminée de la bibliothèque crépitait doucement, sans doute programmée pour s'allumer seule à une certaine heure. Elle retira son manteau, arrangea ses cheveux en un chignon rapide et commença à nettoyer. Lentement, plus lentement que d'habitude. Le fauteuil de cuir brun, les étagères de bois verni, les vitres sur lesquelles se reflétait la pluie. Elle respirait ce calme, s'en imprégnait malgré elle. La chaleur ambiante, le rythme des flammes et le parfum discret de lavande la prirent au piège. Elle posa le chiffon, s'assit un instant. Juste un instant, pensait-elle. Le cuir était doux sous ses doigts. Le silence était total. Et son corps, vidé,
décida pour elle. Sa tête bascula légèrement. Ses paupières s'alourdissaient. Elle aurait voulu lutter, se lever, finir la pièce. Mais le poids de la journée, le rythme de la semaine, les mois sans repos, tout cela forma une vague douce et implacable. Camille Dupont s'endormit, là dans le fauteuil de la bibliothèque d'un homme qu'elle n'avait jamais vu. Un homme qui, sans le savoir, allait bouleverser chaque centimètre de sa routine bien ordonnée. Car cette nuit-là, sans qu'elle ne le sache, quelque chose basculait. Et au dehors, la grille s'ouvrit, discrètement. Un pas se fit entendre dans l'allée de gravier mouillé, un pas qui allait changer sa vie. La pluie avait cessé depuis peu, mais l'air restait chargé d'humidité lorsqu'Adrien Morel fit son retour, ce soir-là, plus tôt que prévu. L'homme, discret par nature, rentrait rarement sans prévenir, encore moins après une semaine dense de réunions à Zurich, où il avait finalisé un accord stratégique pour l'une de ses entreprises. À l'intérieur de sa berline noire, il avait fermé les yeux quelques instants, s'accordant une respiration avant de retrouver les couloirs déserts de sa maison. Il n'avait pas prévenu son intendante. Il n'avait pas envie de parler. Il voulait simplement rentrer, retrouver ses repères, prendre un verre dans la bibliothèque, peut-être feuilleter un des ouvrages anciens dont il remplissait les étagères par habitude, plus que par passion. Il aimait l'ordre, les lignes droites, le silence. Il aimait surtout que rien ne déborde. La grille s'ouvrit sur son passage. Il descendit de voiture, veste sur l'épaule, mallette à la main. Aucun bruit ne venait troubler le calme de l'allée. Tout semblait identique à son souvenir. Pourtant, à mesure qu'il avançait, une lumière filtrant sous la porte vitrée de la bibliothèque attira son attention. C'était inhabituel. Il n'avait laissé aucune lumière allumée, et personne n'était censé être là à cette heure. Ses pas ralentirent, puis il tourna la poignée avec précaution, entr'ouvrant la porte dans un silence presque théâtral. Ce qu'il vit l'arrêta net. Dans le fauteuil en cuir brun, à quelques pas de la cheminée, une femme dormait profondément. Ses traits étaient calmes, presque effacés par l'épuisement. Elle était recroquevillée, les mains posées sur ses genoux, la tête légèrement penchée. Une mèche s'était détachée de son chignon, retombant sur son front. La lumière douce de la pièce baignait son visage d'une chaleur presque irréelle. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Elle respirait lentement, d'un souffle régulier. Adrien resta figé quelques secondes, surpris par l'étrangeté de la scène. Il ne la reconnut pas immédiatement. Il ne connaissait pas le personnel de nettoyage par leur nom, seulement par les rapports qu'on lui envoyait à la fin de chaque mois. Mais quelque chose, dans cette présence inattendue, le désarma. Il posa sa mallette sur la console, s'approcha lentement, évitant de faire craquer le plancher sous ses pas. Elle bougea légèrement, comme pour s'ajuster dans son sommeil. Une couverture de laine était pliée sur un fauteuil voisin. Sans réfléchir, il la saisit et la déposa délicatement sur ses épaules. Ce geste, qui lui aurait semblé absurde dans un autre contexte, s'imposa avec une évidence silencieuse. Puis, au lieu de la réveiller, il s'assit dans le fauteuil d'en face, l'observant avec une curiosité qu'il ne se connaissait pas. Camille s'éveilla au bout de quelques minutes. Un frisson la parcourut. Elle redressa la tête brutalement, encore engourdie, les yeux écarquillés. Il fallut plusieurs secondes pour que ses pensées retrouvent à leur place. Elle vit d'abord la couverture, puis les flammes, puis l'homme, assis, immobile. Qui la regardait? Son cœur s'accéléra. « Je suis... »« Ah, désolé, balbutia-t-elle, se redressant d'un bond, la couverture glissant sur le sol. « Je ne voulais pas. » Elle recula d'un pas, confuse, le visage rougi par la panique. Elle pensa immédiatement à la sanction, le renvoi, l'humiliation. Elle avait enfreint une règle tacite, s'était laissée aller à un relâchement impardonnable. Mais Adrien, à sa grande surprise, esquissa un sourire presque imperceptible. « Ce n'est pas grave, dit-il simplement. Vous étiez fatigué. Cela arrive. » Camille, stupéfaite, ne répondit pas. Elle serra son sac contre elle, prête à fuir. Mais il ne bougeait pas, ne criait pas, ne la jugeait pas. Il se contentait de l'observer, comme on contemple une chose inattendue, mais pas désagréable. « Vous êtes Camille, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, à peine audible. « Je reconnais votre écriture, » ajouta-t-il. « Ce sont vous, les petites notes dans la cuisine ?» Elle n'osa pas répondre. Oui, c'était elle. De courts messages pratiques qu'elle laissait à l'intendante. Produit terminé. Plante arrosée. Ménage effectué dans le bureau également. Rien de personnel, juste des rappels. Et pourtant, il les avait lus. Il les avait retenus. Il se leva,
contourna lentement la pièce pour aller servir 2 tasses de café dans la machine dissimulée derrière un panneau coulissant. Elle le suivait du regard, sans oser parler. Puis, il tendit une tasse vers elle. « Il est tard. Si vous devez encore rentrer, cela vous aidera peut-être à rester réveillé. » Elle prit la tasse, les doigts tremblants. C'était irréel. Elle ne savait plus si elle devait s'excuser encore, s'expliquer, partir ou simplement disparaître. « Je vais partir, » dit-elle finalement, brisant le silence. « Si vous partez maintenant, vous oublierez que vous avez dormi ici, » dit-il calmement. « Mais moi, je m'en souviendrai. » Elle le fixa, incapable de déchiffrer le sens de cette phrase. Il ne semblait pas menaçant. Il n'était pas moqueur, il était autre chose, déroutant, presque bienveillant. « Vous n'avez rien à craindre, » ajouta-t-il. « J'ai juste été surpris, pas fâché. » Le silence retomba entre eux, mais il était moins tendu qu'auparavant. Camille, encore sur la défensive, but une gorgée de café. Ses mains se réchauffaient lentement autour de la tasse. Il n'avait pas posé de questions personnelles, il ne s'était pas intéressé à son erreur. Il semblait simplement vouloir prolonger l'instant. Puis, comme s'il avait deviné que le moment touchait à sa fin, Adrien se dirigea vers la porte. « Je vous raccompagne. Il est tard, et la pluie pourrait reprendre. » Elle hésita, puis acquiesça. Marcher seul dans l'allée sombre, après un tel choc, aurait été au-delà de ses forces. Il ouvrit le parapluie au-dessus d'eux, sans un mot. Sur le chemin, elle sentit que son monde, celui qu'elle avait tenu si fermement à l'écart des autres, avait été entrouvert. Et ce n'était pas elle qui avait ouvert la porte. Au portail, elle s'arrêta, confuse. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle à nouveau. « Cela ne se reproduira plus. » Il la regarda une dernière fois avant de refermer lentement le parapluie. « Peut-être que certaines choses doivent arriver, Camille. Même sans qu'on les planifie. » Elle ne répondit pas. Elle s'éloigna sous la bruine, le cœur battant, les jambes encore flageolantes. Derrière elle, la grille se referma dans un cliquetis sourd. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce soir-là, dans cette pièce aux murs couverts de livres, une habitude d'homme seul venait d'être brisée, et qu'il ne l'oublierait pas. Adrien n'avait pas pour habitude de changer ses routines. Sa vie, réglée comme un mécanisme d'horlogerie, ne laissait que peu de place à l'imprévu. Pourtant, cette nuit-là, en refermant la grille derrière Camille, il sut avec une clarté troublante que quelque chose venait de se déplacer dans le tissu ordonné de ses habitudes. Ce n'était pas seulement la présence physique de cette femme dans sa bibliothèque qui l'avait marqué, mais bien la manière dont elle y avait pris place sans bruit, comme si le lieu l'avait accueillie de lui-même. Le sommeil qu'elle y avait trouvé n'avait rien de déplacé. Il semblait au contraire presque nécessaire. Le lendemain, Adrien se leva plus tôt qu'à l'accoutumée. Il prit son petit déjeuner seul dans la cuisine, ce qu'il ne faisait jamais. Il fit mine de parcourir les titres des journaux, mais ses pensées n'y étaient pas. Il repensait aux traits fatigués de Camille, à la surprise dans ses yeux, à sa voix hésitante. Il ne savait presque rien d'elle, mais il l'avait regardée comme on observe un fragment de vérité inattendue. Une vérité qui ne demande rien, mais qui, par sa simple présence, dérange les certitudes. Camille, de son côté, passa une nuit agitée. À peine rentrée, elle avait mis ses vêtements à laver, comme si le simple fait de porter encore l'odeur de cette bibliothèque luxueuse pouvait la compromettre davantage. Elle n'avait pas osé regarder son fils dans les yeux, de peur qu'il perçoive dans son silence quelque chose de déplacé. Elle s'était couchée tard, le cœur lourd, l'esprit envahi de questions. Avait-elle été naïve de croire à la bienveillance d'un homme aussi riche, aussi distant? Ce café partagé, cette couverture déposée, ces mots si mesurés? Était-ce un piège, une forme de manipulation douce, ou simplement un geste humain, sans arrière-pensée? Le lendemain, elle hésita à se rendre à la maison de Neuilly. Elle avait envisagé d'appeler, d'annuler. Mais elle n'en eut pas le courage. Elle avait besoin de ce travail. Son fils devait manger. Sa mère devait acheter ses médicaments. Elle enfila son uniforme, ajusta ses cheveux et prit le métro comme à son habitude. Sauf que rien en elle n'était encore revenu à la normale. En arrivant devant la grille, elle sentit son ventre se nouer. Le code fonctionna, comme d'habitude. L'allée était vide, le jardin parfaitement taillé. Tout était silencieux, ordonné. Mais dès qu'elle poussa la porte d'entrée, elle sut que quelque chose avait changé. Il y avait une tasse sur la table de la cuisine, des chaussures dans l'entrée, des sons étouffés en provenance de l'étage. Adrien était là. Elle prit une inspiration, se força à entamer ses tâches.
Elle commença par la salle à manger, nettoyant les vitres avec plus d'énergie que nécessaire. Puis, elle rangea le salon, alignant les coussins avec une précision presque obsessionnelle. Elle évitait de penser. Elle faisait. Elle faisait pour ne pas sentir, pour ne pas espérer, pour ne pas avoir à comprendre ce qu'elle n'osait nommer. Mais lorsqu'elle entra dans la bibliothèque, il était déjà là. Il se tenait près des étagères, un livre à la main. Il portait une chemise claire, sans cravate, les manches relevées. Il ne leva pas immédiatement les yeux. Camille s'arrêta net, comme figée par la soudaine proximité. Elle aurait voulu faire demi-tour, mais il la regarda, doucement, comme si sa présence ne le surprenait pas, comme s'il l'attendait. « Bonjour », dit-il simplement. Elle inclina la tête. « Bonjour, monsieur. » Il referma le livre, le replaça soigneusement sur l'étagère. « Vous pouvez m'appeler Adrien si vous le souhaitez. » Elle n'était pas certaine de vouloir. Il fit quelques pas vers elle, sans brusquerie. « J'espère que vous avez bien dormi, malgré... tout ça ?» Elle ne répondit pas. Elle se tenait droite, les mains croisées devant elle, comme si son corps tout entier voulait s'effacer. « Je vous dois des excuses, » ajouta-t-il. « Je n'aurais peut-être pas dû rester là, à vous regarder dormir. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais c'était un moment inhabituel. » Elle cligna des yeux, surprise. Cette franchise la désarmait. « Ce n'est pas grave, » dit-elle enfin. « Je n'aurais pas dû m'endormir. J'ai fauté. Je suis venu trop tard. J'aurais dû rentrer. » Il hocha la tête lentement. « Vous êtes venu malgré la fatigue. C'est ce que j'ai retenu. » Un silence s'installa, ni lourd, ni gênant. Un silence d'observation, de reconnaissance tacite. Il regardait cette femme debout dans sa bibliothèque comme un homme regarde une énigme qu'il n'a pas encore envie de résoudre. « Vous travaillez ici depuis combien de temps ?» demanda-t-il soudainement. « 2 semaines. Et avant cela ? Partout où on a besoin de moi, je nettoie. Partout à Paris, parfois en banlieue. Il n'y a pas de stabilité. » Il fit un signe de tête compréhensif. « Et vous avez un enfant, je crois ?» Elle se raidit. L'information venait du dossier transmis par l'agence. Rien de personnel, mais dans sa bouche, cela sonnait différemment, pas comme une curiosité déplacée, plutôt comme une question sincère. « Oui, il s'appelle Théo. Il a 8 ans. Et votre mari ?» Elle répondit sans hésiter, le ton sec. « Il n'y a pas de mari. » Il ne posa pas d'autres questions. Il hocha la tête comme pour noter cette donnée dans un coin de sa mémoire. « Vous pouvez nettoyer ici plus tard, si vous préférez. Je ne veux pas déranger. » Elle secoua la tête. « Je ferai vite. Je n'ai pas l'habitude de parler en travaillant. » Il sourit à nouveau, mais cette fois un peu différemment. Il y avait dans son regard une sorte d'intérêt naissant, mais rien de pressant. Juste une attention inédite, presque retenue. « Je comprends. Mais si un jour vous avez envie de parler, je serai là. » Elle ne répondit pas. Elle baissa les yeux, reprit son chiffon et se mit au travail. Lui sortit de la pièce, sans bruit. Et ce fut tout. Mais ce fut assez. Car à partir de ce jour, Adrien commença à apparaître plus souvent dans les couloirs de la maison lorsqu'elle venait. Il sortait de son bureau pour lui souhaiter une bonne journée. Il passait près de la cuisine quand elle y travaillait. Il la saluait avec discrétion sans jamais insister. Et Camille, d'abord méfiante, commença peu à peu à remarquer ses gestes, ses silences, sa manière de ne jamais s'imposer mais de toujours être là, juste à la lisière. Quelque chose imperceptiblement était en train de changer. Pas dans les mots, pas dans les gestes évidents, mais dans l'espace entre deux présences. Camille n'aimait pas l'idée de s'habituer à quoi que ce soit. Dans sa vie, les choses trop régulières finissaient toujours par disparaître. Rien ne durait, ni les contrats de travail, ni les moments de calme, ni les sourires des gens. Pourtant, depuis quelques semaines, quelque chose dans sa routine à Neuilly commençait à prendre une forme presque familière. Chaque fois qu'elle franchissait la grille et traversait l'allée de gravier, elle sentait dans l'air une tension nouvelle. Ce n'était pas de l'angoisse ni de l'attente, c'était autre chose. Une sorte de présence, une attention constante, comme si quelqu'un guettait silencieusement son passage sans jamais l'interrompre de front. Adrien, en effet, semblait avoir modifié son emploi du temps sans le dire. Il n'était jamais intrusif, ne posait pas de questions intimes, ne brisait pas la frontière entre employeur et employé. Pourtant, ses apparitions devenaient plus fréquentes, comme s'il anticipait les moments où Camille allait arriver ou rester un peu plus tard. Il se trouvait dans le jardin quand elle ouvrait les volets du salon. Il était déjà dans la cuisine lorsqu'elle y déposait les produits de nettoyage.
Il passait devant la bibliothèque au moment où elle y entrait. Rien n'était dit, mais chaque présence semblait chorégraphiée autour de la sienne. Au début, Camille n'en montra rien. Elle restait concentrée sur ses tâches, exécutant chaque geste avec la même rigueur. Mais au fond, elle sentait que quelque chose se dessinait. Non pas une tension amoureuse, comme dans les romans qu'elle ne lisait plus, mais une curiosité mutuelle, une exploration lente de l'espace partagé. Il parlait peu, mais ses silences n'étaient pas vides. Il laissait de la place. Elle, habituée à être invisible dans les maisons des autres, se découvrait soudain vue. Pas admirée, pas analysée, juste vue. Un matin, alors qu'elle frottait les carreaux de la grande verrière du couloir sud, elle l'entendit arriver derrière elle. Il n'annonçait jamais sa présence. Il marchait sans bruit, avec cette même discrétion qui semblait faire partie de lui. Elle se redressa, prête à s'écarter. « Je me demandais si vous aimiez les livres, » dit-il simplement. Elle se retourna lentement, surprise par la question. « J'en lisais avant. Maintenant, je n'ai plus vraiment le temps. » Il hocha la tête, pensif. « Si vous pouviez reprendre, quel genre choisiriez-vous » Elle hésita, non parce qu'elle ne savait pas, mais parce qu'elle n'avait plus eu cette conversation depuis des années, depuis une autre époque, une autre Camille. « Les histoires vraies, » répondit-elle. « Pas les fictions trop parfaites. Je préfère ce qui ressemble à la vie, même si c'est dur. » Adrien sourit légèrement. Il sembla réfléchir à ces mots. « J'ai une édition de récits de Simone Weil dans la bibliothèque. Si cela vous intéresse, je peux vous la prêter. » Elle n'osa pas répondre tout de suite. Elle finit par hocher la tête en silence. Ce jour-là, en partant, elle trouva un petit livre posé sur la console de l'entrée. Rien de plus. Pas de mots, pas de post-it. Mais elle savait d'où il venait. Les jours suivants, les échanges se firent plus fréquents. Brèves conversations sur la pluie, sur les repas, sur les fleurs du jardin. Adrien n'envahissait jamais l'espace. Il semblait se tenir à une distance juste, mesurée. Camille, elle, l'observait du coin de l'œil. Sa manière de poser les mains sur les rebords des meubles, son silence toujours enveloppant, sa voix calme mais rarement chaleureuse. Elle ne savait pas s'il était comme cela avec tout le monde ou seulement avec elle, mais elle sentait qu'il y avait une forme de respect dans sa manière de lui parler, un respect auquel elle n'était pas habituée. Un jour, alors qu'elle nettoyait les marches du grand escalier, il s'arrêta à mi-hauteur. « J'aimerais vous proposer quelque chose, » dit-il, sans détour. Elle releva les yeux, surprise par le ton direct. « Je vous écoute. » Il marqua un silence, comme pour peser ses mots. « Et si vous travailliez ici à plein temps? Un poste exclusif? Vous ne feriez plus les allers-retours entre les autres maisons, un contrat fixe, un salaire doublé, des horaires adaptés à votre vie de mère. » Elle resta muette. Ce n'était pas seulement la proposition qui la désarmait, c'était le calme avec lequel il la présentait. Il ne demandait rien en retour, pas de gratitude, pas d'engagement moral. C'était une offre, nue, sans pression. Elle reprit la parole, d'une voix encore incertaine. « Pourquoi moi ?» Il haussa les épaules. « Parce que vous travaillez bien, parce que je me sens à l'aise quand vous êtes là, et parce que vous semblez avoir besoin de stabilité sans chercher à la demander. » Elle baissa les yeux. Il venait de mettre des mots sur ce qu'elle s'efforçait de cacher depuis toujours. Ce soir-là, elle rentra chez elle sans savoir quoi penser. Elle n'en parla ni à sa mère, ni à Théo. Elle passa la nuit éveillée à penser aux avantages, aux risques, à la dépendance qu'un tel changement impliquerait. Elle avait toujours refusé l'idée de devoir quoi que ce soit à quelqu'un. Elle avait tout fait seule. Ce contrat, si généreux soit-il, pouvait tout faire basculer. Mais le lendemain, elle revint. Et elle accepta, sans effusion, sans émotion apparente, juste un « d'accord » prononcé en regardant droit devant elle. Adrien hocha la tête, comme si cela allait de soi. Et la nouvelle routine commença. Les jours suivants prirent une autre forme. Elle arrivait plus tôt, restait plus longtemps. Elle préparait parfois le café pour deux. Il laissait sur la table un journal plié à la page culturelle. Il lui posait des questions sur ses goûts musicaux. Elle ne répondait pas toujours, mais elle écoutait, et elle se rendit compte qu'il l'écoutait aussi. Elle continuait à garder une certaine distance. Elle savait que cette proximité pouvait être un piège. Elle n'avait pas oublié les regards qu'elle avait reçus dans d'autres maisons, les sous-entendus, les gestes mal placés. Mais Adrien n'avait jamais franchi cette ligne. Il semblait comprendre le besoin de pudeur, de sécurité. Il ne cherchait pas à séduire, il ne cherchait pas à briller. Il était juste là,
constant, réel. Petit à petit, la maison perdit un peu de sa froideur. Camille commença à y laisser des traces plus personnelles. Une plante qu'elle arrosait avec soin, une nappe pliée selon un pli qu'elle seule connaissait, une chaise déplacée légèrement vers la lumière. Rien de visible à l'œil distrait. Mais pour Adrien, c'était comme un nouveau langage, un langage qu'il apprenait à lire. Et sans que l'un ou l'autre ne le formule, ils comprirent que quelque chose d'inédit était en train de naître. Une forme de lien qui n'était ni de l'amitié, ni de l'amour, ni de la dépendance. Un espace intermédiaire, fragile, mais réel, jusqu'au jour où ce fragile équilibre fut mis à l'épreuve par un souvenir du passé, aussi brutal qu'inattendu. Lorsque Camille signa le contrat d'exclusivité avec Adrien, elle sentit un mélange de soulagement et de crainte se mêler en elle. Un poste stable, un salaire doublé, des horaires adaptés à ses nécessités familiales. Elle avait accepté presque sans y croire, plus pour son fils Théo et sa mère que pour elle-même. Elle savait que cette proposition portait ses incertitudes, mais elle n'en revenait pas. Elle avait toujours travaillé d'un lieu à un autre, sans rampe de sécurité. Et voilà qu'un homme riche, mystérieux, lui offrait quelque chose de rare dans sa vie, une base immuable. Pourtant, dans son esprit s'élançaient des questions sourdes. Pourquoi? Est-ce réellement pour moi? Elle essayait de ne pas penser à ces questions. Elle s'occupait de l'agenda, elle rangeait, elle nettoyait. Elle ouvrait la maison à l'aube, déterminée à être irréprochable. Elle était ouverte à ce changement car il pouvait changer le cours de leur vie à elle et à ceux qu'elle aimait. Mais accepter voulait dire se rendre vulnérable. Et Camille, jusque à présent, avait toujours été prudente derrière le masque de la tâche quotidienne. Le premier jour de ce nouveau cadre d'emploi fut un mélange. Elle arriva à la maison plus tôt que les autres jours. Elle repéra immédiatement les petites modifications. Son bureau était rangé avec un soin précis, les fenêtres grandes ouvertes pour faire entrer la lumière, une machine à café neuve installée derrière un panneau coulissant. Adrien la salua dans l'allée, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Il tenait une enveloppe dans la main. Elle haussa les sourcils, mais resta stoïque. Il glissa l'enveloppe sur la console d'entrée sans un mot, puis lui fit un signe de tête. Elle la prit, l'étiquette portait son nom. Elle ouvrit, une avance sur salaire. Elle sentit un bouleversement intérieur, une forte reconnaissance, un embarras. Elle détourna les yeux. Il ne parla pas de ce geste. Il ne lui dit pas « je vous fais confiance » ni « je compte sur vous ». Il n'ajouta rien. Et ce silence, inattendu, parlait davantage que 1000 mots. Camille se remit au travail, l'enveloppe serrée dans sa poche. La maison résonnait de ses pas, du sifflement de la machine à café, du tic-tac discret d'une horloge ancienne dans le couloir de bibliothèque. Elle se surprit à observer les rayons de la lumière sur le parquet, à noter la façon dont les rideaux bougeaient sous la légère brise d'un soir de printemps. Rien de grandiose, rien de romantique, mais une élégance douce, quotidienne, qu'elle apprenait à apprivoiser. Les jours s'écoulèrent dans cette nouvelle cadence. Elle venait tôt, partait un peu plus tard, tenait compte de ce que demandait le lieu. Non plus plusieurs maisons, mais une unique demeure à entretenir. Elle avait davantage de temps pour son fils. Elle avait davantage de temps pour organiser le budget, pour discuter avec sa mère de ce que serait demain. Elle avait moins d'exigences physiques et mentales. Et pourtant, elle n'était pas détendue. L'enjeu demeurait. Elle savait qu'elle commençait à compter pour quelqu'un. Elle savait aussi qu'elle ne voulait pas dépendre. Elle voulait garder sa dignité intacte. Adrien, de son côté, changea aussi quelque chose. Il lui offrait des outils, des structures. Mais il ne s'imposait pas. Il ne demandait pas de reconnaissance. Il respectait sa réserve. Il respectait sa vie. Il ne faisait pas de gestes grandioses. Il ne l'accompagnait pas partout. Il ne parlait pas de sentiments. Il proposait un cadre. Et dans ce cadre, Camille avançait avec appréhension et curiosité. Chaque matin, elle passait devant son bureau avant d'enclencher les machines de nettoyage. Il la saluait, lui souhaitait une bonne journée, encore une fois, signe discret de changement. Elle se mit à remarquer que ses chaussures résonnaient moins fort sur le parquet neuf de l'entrée, que le silence dans la maison n'était plus aussi distant, que les objets prenaient une présence familière. Pourtant, quelque chose clochait. Un soir, alors qu'elle terminait tard, elle surprit une scène sur le palier du premier étage. Une femme élégante, posture droite, regard incisif, discuta avec Adrien. La silhouette resta sombre, mais elle prononça un mot que Camille reconnut, le mot « fiancé ».
À cet instant, un vertige saisit Camille. Elle recula d'un pas, sans bruit. Elle était près de l'entrée du couloir. La femme tourna la tête vers elle et leurs regards se croisèrent. Elle ne quittait pas Adrien des yeux. Le temps sembla suspendu. Camille avala sa salive, détourna le regard, remit l'éponge dans le seau et repartit, les mains tremblantes. Elle ne resta pas longtemps dans la maison ce jour-là. Elle retourna chez elle. Elle avait trouvé son fils endormi. Sa mère regardait la télévision, silencieuse. Elle s'assit dans la cuisine, secouée, ne sachant pas quoi dire. Elle ne voulait pas croire à ce qu'elle avait entendu. Mais elle savait que ce qu'elle avait entendu n'était pas un mirage. Le mot « fiancé » résonnait encore dans sa tête. La nouvelle réalité glissa dans sa vie. Cette proposition hors du commun, le cadre stable, le salaire doublé, comprenait un ensemble de conditions tacites, non nommées. Elle considéra la possibilité que l'emploi n'était pas strictement professionnel, que son intégration dans la maison d'Adrien le concernait plus que d'un point de vue purement fonctionnel. Elle redouta ce que cela pouvait impliquer. Elle pensa aux histoires entendues de femmes de ménage, devenant plus que des employés. Elle pensa à sa mère, aux responsabilités qu'elle portait. Elle pensa à son fils, à sa confiance en elle. Le contrat semblait parfait, mais la peur d'y perdre plus que les avantages finit par l'étreindre. Le lendemain, elle arriva de nouveau, moins vite, moins vive. Elle observa la maison, les couloirs, redoutant une conversation, une attente impalpable. Elle crut voir le livre sur la console. Elle ne le toucha pas. Elle enleva ses gants, les posa dans le panier comme d'habitude. Elle essuya lentement le plan de travail de la cuisine. Elle entendit les pas d'Adrien derrière elle, mais ne se retourna pas. Il posa une main sur son épaule, en passant, sans un mot, un geste presque imperceptible. Elle frémit. Ce contact rompit la ligne invisible qu'elle avait construite avec soin. Elle ne sursauta pas. Mais son corps répondit avant son esprit. Recul silencieux. Esprit en doute. Il continua sa route. Elle reprit le travail. La maison était plus vaste désormais qu'auparavant. Elle prit une petite pause, s'assit sur le rebord d'un fauteuil, posa la tasse de café qu'il avait préparée pour elle. Elle regarda par la fenêtre. Le jardin était calme, une fontaine immobile, le ciel légèrement couvert. Elle comprit que cette proposition d'Adrien n'était pas seulement professionnelle. Elle devait décider jusqu'à quel point elle accepterait de laisser entrer cet homme dans son univers. Elle rentra chez elle ce soir-là en retard. Un silence pesant dans la voiture du métro, une route plus longue que d'habitude. Le monde extérieur lui sembla étranger. Le travail, les trottoirs, les passants, tout semblait flou. Elle prépara le dîner pour Théo, l'aida à faire ses devoirs. Elle posa une main sur la joue de sa mère, lui demanda si elle avait besoin de quelque chose. Elle ressentit pour la première fois que tout ce qu'elle faisait ne servait pas seulement à survivre, mais à éviter de perdre ce qui comptait. Le contrat dans la maison de Neuilly était une opportunité, mais elle devait décider si elle voulait qu'il définisse sa vie. Et cette nuit-là, lorsqu'elle s'endormit, ce ne fut pas un calme habituel qui l'accompagna, mais une réflexion profonde. Elle ne rêva pas de la bibliothèque, ni des livres anciens. Elle songea à sa vie, à son fils, à son avenir. Elle ne voulait pas être sauvée. Elle voulait pouvoir choisir. Elle savait que le plus grand défi ne viendrait pas de l'homme riche, ni de la maison splendide, mais d'elle-même. Et le matin qui suivit, elle franchit la grille différemment. Non plus comme une simple employée, mais comme une femme qui avait accepté une proposition et qui commençait à comprendre qu'elle devait aussi imposer ses propres conditions. Le calme apparent instauré entre Camille et Adrien s'effrita en un instant, sans qu'elle ne puisse s'y préparer. Cela arriva un jeudi après-midi, un jour comme les autres, alors qu'elle venait tout juste de terminer le rangement de la salle à manger. La vaisselle en porcelaine était alignée dans les tiroirs, les serviettes parfaitement pliées. La routine, encore une fois, la protégeait des pensées trop profondes. Mais cette fois, la routine fut interrompue par des voix élevées qui ne venaient pas de la télévision ni du personnel. C'étaient des voix réelles, humaines, proches. Camille s'immobilisa, le chiffon encore en main, tendant l'oreille sans le vouloir. Elle entendait Adrien parler sur un ton inhabituellement ferme, et une femme répondait, sèchement, sans détour, avec une colère froide, maîtrisée. Elle ne comprit pas tout de suite ce qui se passait, mais elle sentit que cet échange n'avait rien d'anodin. La scène se déroulait dans l'entrée, juste derrière les grandes portes vitrées. Camille se glissa dans l'angle du couloir, non pour espionner, mais parce que c'était son trajet normal. Elle aurait pu faire demi-tour, mais
Elle ne bougea pas. Elle vit alors la silhouette d'Adrien, de dos, et celle d'une femme qu'elle n'avait jamais vue. Élégante, grande, les cheveux tirés en arrière, habillée d'un manteau long beige. Tout dans son allure respirait l'assurance. Elle ne criait pas, mais chaque mot qu'elle prononçait semblait trancher l'air. « Tu aurais pu me prévenir, Adrien. Tu aurais pu avoir la décence de m'envoyer un mot, même 6 mois plus tard. »« Je ne te dois plus rien, » répondit-il. « Tu es parti sans explication. Et toi, tu continues comme si rien ne s'était passé. Tu fais nettoyer la maison, tu reçois je ne sais qui. Tu vis dans ce musée vide, et tu fais comme si nous n'avions jamais existé. Ce n'est pas à toi de me dire comment je dois vivre. » Camille recula lentement, le souffle court, le cœur battant. Les mots se mêlaient dans sa tête. Nous n'avons jamais existé. Partie sans explication. 6 mois plus tard, elle comprit alors qui était cette femme, ou plutôt ce qu'elle avait été. Une ex-fiancée, celle que personne ne mentionnait, dont il n'avait jamais parlé. La femme qu'il avait aimée, à laquelle il avait peut-être promis une vie entière, et qui, selon ses propres mots, avait disparu sans prévenir. Cette confrontation entre eux dura encore quelques instants, puis elle tourna les talons et partit, laissant derrière elle un silence épais. Adrien resta debout, immobile, les bras croisés, le regard perdu dans l'ombre du vestibule. Camille, quant à elle, retourna dans la cuisine, les gestes mécaniques. Elle reprit son travail, mais l'ordre qu'elle mettait dans les objets ne parvenait plus à la rassurer. Elle nettoyait, rangeait, mais sentait un déséquilibre profond. Comme si cette femme avait soulevé un tapis sous lequel Adrien avait caché ce qu'il ne voulait pas affronter. Le lendemain, elle le croisa brièvement dans le couloir. Il ne sourit pas, il ne lui parla pas, il ne s'arrêta pas. Et pour la première fois depuis qu'ils avaient établi ce lien fragile, il l'ignora totalement. Pas avec dureté, mais avec une distance tranchante. Un froid subtil comme s'il s'était refermé en lui-même, comme si la simple présence de Camille lui rappelait ce qu'il voulait justement éviter. Elle comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'une ancienne relation. Il s'agissait d'un point de rupture dans sa vie. Peut-être avait-il cru que cette femme serait la dernière, celle avec qui il aurait construit quelque chose. Peut-être avait-il tout projeté, tout misé. Et la disparition de cette femme, sans explication, disait-il, avait laissé une blessure que ni le temps, ni le silence, ni les murs bien entretenus de cette maison n'avaient réussi à refermer. Camille ne chercha pas à le confronter. Elle respecta cette distance, même si elle la blessait. Elle aurait pu partir, décider que cela ne la regardait pas. Elle aurait pu se dire que ce n'était pas son rôle. Mais elle restait. Non par curiosité, mais parce qu'elle avait appris à reconnaître les silences lourds de sens. Et ce silence-là, celui d'Adrien, était celui de quelqu'un qui porte une douleur ancienne, jamais vraiment acceptée. La semaine suivante fut marquée par cette absence intérieure. Adrien sortait tôt, rentrait tard, évitait les pièces où elle travaillait. Il ne posait plus de questions. Il ne préparait plus de café. Il ne déposait plus de livres. Et Camille, jour après jour, se retrouvait à nettoyer des espaces plus vides encore qu'avant. Non parce que les objets avaient changé, mais parce que l'atmosphère s'était refroidie. Un matin, elle trouva une rose séchée dans une boîte au fond d'un tiroir qu'elle dépoussiérait. Une seule, parfaitement conservée. Elle hésita à la remettre en place. Elle resta un long moment à l'observer, sans la toucher, puis referma le tiroir. Elle ne lui en parla jamais. Elle ne lui posa pas de questions. Mais elle décida de rester fidèle à ce qu'elle était venue faire ici. Travailler avec rigueur et peut-être, au-delà du simple nettoyage, remettre de l'ordre là où le désordre humain s'était incrusté. Non pour guérir quiconque, mais pour ne pas fuir devant les fragments de vérité. Elle connaissait ces douleurs qui ne trouvent pas de mots. Elle les portait en elle aussi. Et même si Adrien ne disait plus rien, même s'il évitait de croiser son regard, elle ne partait pas plus tôt. Elle finissait ce qu'elle avait à faire. Elle s'assurait que les livres n'étaient pas poussiéreux, que le café était prêt même si personne n'en buvait. Elle laissait la maison prête à accueillir, même s'il n'y avait personne à recevoir. Parce que parfois, être présent, c'est rester même quand l'autre s'éloigne. Et c'est exactement ce qu'elle fit, jour après jour, jusqu'à ce qu'il la regarde à nouveau. Le retour d'Adrien à un comportement plus présent ne fut pas soudain. Il ne surgit pas dans une pièce avec un mot d'excuse, ni ne formula une quelconque justification pour les jours de silence. Il réapparut lentement, comme un homme qui s'accorde le droit d'être de nouveau là, sans pour autant nier ce qu'il a traversé. Camille, de son côté, ne réclama rien.
Elle n'avait pas besoin de discours, seulement de constance. Elle avait appris à reconnaître dans les gestes les plus simples les indices d'un changement véritable. Alors, quand elle vit qu'il repassait par la cuisine, qu'il s'arrêtait à nouveau devant la bibliothèque, qu'il demandait à voix basse si elle avait eu le temps de déjeuner, elle comprit que quelque chose en lui avait cédé. Pas une faiblesse, mais une ouverture. Ce fut un soir de début d'été, alors que la lumière persistait au-delà de 21 heures, qu'ils parlèrent enfin autrement. Camille terminait de ranger les derniers objets du salon lorsque Adrien entra sans prévenir. Il tenait 2 verres dans une main, une bouteille de vin dans l'autre. Elle se redressa, surprise. « J'ai pensé que vous pourriez rester un peu. Il fait bon dehors. » Elle hésita. Elle regarda l'horloge. Il n'était pas encore trop tard. Théo était chez une voisine, sa mère couchée depuis 1 heure. Elle pouvait prendre quelques minutes. Elle acquiesça. Ils s'installèrent sur la terrasse arrière, face au jardin. Le silence était presque total, hormis les grillons et le bruissement léger des feuilles. Adrien lui servit un verre, sans commentaire. Ils burent quelques gorgées, chacun plongé dans ses pensées. « Je ne sais pas pourquoi elle est revenue, » dit-il soudainement. « Ni pourquoi elle est partie comme elle l'a fait. Je suppose que je ne le saurai jamais. » Camille ne répondit pas. Elle ne voulait pas précipiter ce moment. Il devait parler à son rythme. Pendant des mois, j'ai attendu une lettre, un appel, même un message anonyme. Mais rien n'est venu. Elle avait tout quitté sans un mot. Nous étions fiancés. Le mariage était prévu. Et puis, le vide. Il but une gorgée, longuement, sans la regarder. Je crois que c'est ce silence qui m'a rendu fou. Pas la perte, mais l'absence d'explication. On peut se remettre d'un chagrin, mais pas d'un vide qui refuse de se nommer. Il se tut. Camille tourna lentement son verre entre ses doigts. Elle comprenait ce qu'il disait. Pas pour l'avoir vécu de la même façon, mais parce que la sensation d'abandon sans explication, elle la connaissait sous d'autres formes. Elle l'avait ressentie lorsque le père de Théo était parti, sans retour, lorsqu'une promesse de logement avait été retirée sans motif, lorsqu'on vous oublie, non pas parce qu'on ne vous aime pas, mais parce que vous êtes facile à effacer. Vous avez recommencé à vivre tout de même, dit-elle, d'une voix calme. Non, j'ai continué. Ce n'est pas la même chose. Il la regarda pour la première fois depuis qu'il avait entamé son récit. Son visage ne portait plus cette dureté discrète qu'elle lui connaissait. Il était simplement fatigué. Et vous, Camille, comment faites-vous pour ne pas laisser ce qui vous est arrivé vous définir entièrement? Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, doucement, « J'ai un fils et une mère. Je ne peux pas me permettre de rester figée. Alors, je fais. Je ne pense pas, ou pas trop. Je construis des jours solides. C'est tout ce que je peux offrir à ceux que j'aime. » Adrien l'observa longuement. Puis il se leva, sans prévenir, et entra dans la maison. Elle le suivit du regard, sans comprendre. Lorsqu'il revint, il tenait une boîte entre les mains. Une vieille boîte en métal, usée sur les coins. Vous laissiez parfois de petites notes dans la cuisine. Des rappels, des choses pratiques, mais j'ai gardé certaines d'entre elles. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, des morceaux de papier, des post-it, quelques lignes écrites à la hâte. Manque de savon dans la salle de bain nord. Ampoule grillée dans le couloir. Plante du salon déplacée pour plus de lumière. Rien de personnel, juste des constats, des soins discrets, et pourtant il les avait gardés. C'est ridicule, je sais. Mais ça me donnait l'impression que quelqu'un faisait attention, que tout ne dépendait pas de moi. Camille, pour la première fois depuis longtemps, sentit une chaleur étrange dans la poitrine. Pas de l'amour, pas du trouble, mais une forme de reconnaissance qui ne demandait rien en retour. Il ne la flattait pas, il ne cherchait pas à la séduire. Il lui disait simplement qu'elle avait compté, qu'elle comptait. « Je ne pensais pas qu'un jour quelqu'un remarquerait ces papiers, » murmura-t-elle. « Moi non plus. » Le silence reprit, mais il n'était plus le même. Il était chargé de mémoire, de gestes minuscules qui prenaient soudain une autre valeur. Camille se leva, le remercia pour le vin et s'apprêta à partir. Avant de franchir la porte, elle se retourna. « Ce que vous avez vécu est une absence, pas une faute. Vous avez le droit de laisser tomber ce silence. Il ne vous définit pas non plus. » Il ne répondit pas. Mais il la regarda comme s'il venait d'entendre, pour la première fois, une chose qu'il n'avait jamais osé formuler. Une chose simple, mais qui avait le pouvoir de tout déplacer. Elle sortit dans la nuit sans bruit. La ville dormait. Le ciel était clair. Et Adrien, seul dans la maison,
resta debout un long moment devant la boîte ouverte, les papiers éparpillés, se demandant comment un simple mot écrit à la main avait pu faire plus de bien que tous les discours qu'il avait écoutés ces derniers mois. Ce soir-là, une porte s'était entrebâillée. Et dans cette faille minuscule, un peu d'air nouveau commençait à circuler. Le répit n'avait pas duré. Après cette soirée silencieuse, où Adrien s'était ouvert pour la première fois sans filtre, Camille avait senti un équilibre nouveau s'installer. Pas un bouleversement, ni un retournement brutal, mais cette sensation fragile d'un espace partagé où chacun respectait les limites de l'autre. Les jours suivants furent calmes. Il y avait moins de distance entre eux, mais pas davantage de gestes. Le lien n'était pas défini, il ne portait pas de nom. Et cela convenait à Camille. Elle n'avait pas besoin de définition. Ce qu'elle exigeait, c'était le respect des contours qu'elle avait appris à protéger, même au prix d'un isolement. Mais cet équilibre, si patient à construire, fut brusquement mis à l'épreuve par ce qu'aucun d'eux ne contrôlait, la réalité extérieure. Tout commença par une toux persistante, celle de Théo, que Camille avait d'abord attribuée à une allergie de saison. Puis vinrent les nuits agitées, les yeux fiévreux, l'absence d'appétit. Elle emmena son fils chez le médecin de quartier, une infection pulmonaire nécessitant traitement immédiat, surveillance continue. Camille annula ses journées de travail, prévenant Adrien par message. Elle ne pensait pas à lui, à son contrat, à son image. Elle pensait à son enfant qui respirait avec difficulté, qui ne souriait plus. Les jours passaient et l'inquiétude grandissait. Le traitement prenait, mais lentement. Les nuits devenaient plus longues, la fatigue plus lourde. Camille s'occupait de sa mère et de Théo sans relâche. Elle ne demandait rien à personne. Elle ne connaissait pas d'autre posture que celle de se débrouiller seule. Un soir, alors qu'elle revenait de la pharmacie épuisée, elle trouva Adrien devant sa porte. Elle s'arrêta net, surprise de le voir hors de son cadre, hors de son uniforme invisible de propriétaire discret. Il tenait un bouquet de fleurs simples, rien d'ostentatoire. Il la salua avec retenue, presque gêné. « Je suis venu aux nouvelles. Vous ne répondiez plus. J'étais inquiet. » Camille ne sut quoi dire. Elle n'était pas habituée à ce genre d'attention. Il n'y avait rien d'intrusif dans sa présence, mais elle ne s'attendait pas à le voir là, devant la porte défraîchie de son immeuble modeste, dans ce monde qui n'avait rien de luxueux. « Théo dort, dit-elle simplement. » Il lui tendit les fleurs, puis sortit un petit carnet de son manteau. « C'est un numéro privé, celui d'un médecin que je connais bien. Il fait des visites à domicile, je lui ai parlé de votre situation. » Elle prit le carnet sans répondre. Elle se sentait vulnérable, reconnue, exposée. Elle ne voulait pas de dette, mais elle ne voulait pas non plus repousser quelqu'un qui, visiblement, ne cherchait rien d'autre qu'à aider. Le médecin vint le lendemain. Il confirma le diagnostic, ajusta le traitement. Théo commença à aller mieux. Lentement, mais sûrement. Camille put de nouveau dormir plus de 2 heures d'affilée. Elle se sentait encore fragile, mais moins seule. Elle reprit contact avec Adrien par message, d'abord pour le remercier, puis pour l'informer de son retour prochain au travail. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant ces jours d'absence, les choses avaient changé autour d'elle. Des photographies avaient été prises. Un paparazzi opportuniste, habitué à suivre les faits et gestes des personnalités du monde des affaires, avait vu Adrien quitter l'immeuble de Montreuil. Il avait reconnu le visage discret du millionnaire reclus, noté l'adresse, cherché à comprendre. Et quelques jours plus tard, un article parut dans un site à sensation. Rien de très long, mais assez pour faire naître les rumeurs. L'énigmatique Adrien Morel, vu à plusieurs reprises dans un quartier populaire. Nouvelle relation en vue? Camille fut la dernière à découvrir l'article. Une voisine lui en parla. Elle pensa à une plaisanterie. Mais en arrivant au travail, elle sentit immédiatement l'atmosphère différente. 2 membres du personnel de sécurité la regardaient avec insistance. L'intendante évitait son regard, et lorsqu'elle entra dans la maison, elle trouva Adrien au téléphone, visiblement en tension. Il raccrocha dès qu'il la vit. « Je suis désolé, dit-il. Je n'ai pas suggéré. Je n'ai pas prévu que... » Elle le coupa d'un geste. « Ce n'est pas à vous de vous excuser. C'est moi qui suis en tort. Je n'aurais jamais dû mélanger les choses. » Il la regarda sans comprendre. La chaleur de l'été s'était installée, enveloppant Paris et ses alentours d'une lumière crue et d'un rythme ralenti. Chez Adrien Morel, la maison continuait à vivre à son propre tempo, à l'abri des regards extérieurs. Les interactions entre lui et Camille étaient devenues plus souples,
moins chargé de retenue. Il ne s'appartenait pas. Il ne se cherchait pas, mais il s'était apprivoisé. Chaque geste, chaque regard, chaque silence assumé portait la trace d'un respect réciproque. Camille, pourtant, restait prudente. Elle ne se laissait pas aller à la douceur du quotidien avec lui. Son instinct lui rappelait qu'il ne fallait jamais oublier d'où elle venait. Mais malgré elle, elle s'était habituée à ces après-midi calmes, à ces discussions discrètes au bord du jardin, à ces moments où Adrien semblait poser les armes, juste pour être là, simplement là. Puis, brutalement, tout s'interrompit. Un matin, alors qu'elle préparait les affaires de Théo pour l'école, elle remarqua qu'il n'avait presque rien mangé. Il avait les joues pâles, les yeux cernés. Elle posa la main sur son front. Il était brûlant. 39 degrés. Elle l'installa sur le canapé, appela l'école, puis sa mère, puis annula toutes ses prestations pour la journée. Elle écrivit un message bref à Adrien. « Mon fils est malade. Je ne pourrai pas venir aujourd'hui. » Elle n'en dit pas plus. Elle savait qu'il comprendrait. Mais elle n'attendait rien. Les jours suivants furent lourds. La fièvre ne tombait pas. Théo toussait, pleurait, se plaignait de douleur. Elle passa ses nuits à son chevet, sa mère tentant de l'aider comme elle pouvait malgré sa propre faiblesse. Les médicaments ordinaires ne suffisaient plus. Le médecin du quartier, débordé, lui donna un rendez-vous dans 3 jours. Camille s'effondra, dépassée, impuissante. Elle n'avait pas les moyens d'un service privé. Elle songea à emmener son fils aux urgences, mais renonça. Elle connaissait les heures d'attente, l'usure, le risque d'être renvoyée avec une prescription trop légère. Elle était au bord de la panique quand la sonnette de son appartement retentit. C'était Adrien. Il se tenait là, dans le couloir étroit de l'immeuble, tenant un sac dans une main, une boîte de médicaments dans l'autre. Il avait l'air étrangement calme, presque déplacé dans ce décor modeste. Elle le regarda, interdite. « J'ai pris un rendez-vous avec un pédiatre que je connais. Il vous attend dans 1 heure. » Elle voulut parler, refuser, protester. Mais les mots ne sortirent pas. Elle regarda Théo, fiévreux, et comprit qu'il n'y avait pas de place pour l'orgueil. Ils prirent un taxi. Le cabinet était lumineux, silencieux, propre. Le médecin prit son temps, posa des questions précises, prescrivit des analyses, réajusta le traitement. Théo fut examiné avec douceur. Adrien ne parla presque pas. Il se contenta d'observer. Une fois sorti, il leur proposa de déjeuner. Camille refusa poliment. Elle voulait rentrer, rester avec son fils, être seule. De retour chez elle, elle remercia Adrien, gêné. Il ne chercha pas à prolonger l'échange. Il déposa simplement une boîte de vitamines sur la table, puis s'éclipsa. Les jours passèrent. Théo retrouva peu à peu des forces. Camille, vidée, tenta de reprendre le fil de sa routine. Lorsqu'elle revint à la maison de Neuilly, elle sentit les regards se poser sur elle différemment. Un des employés de sécurité la salua avec un air curieux. Une femme de l'équipe de jardinage lui lança un regard en coin. Elle comprit trop tard. Quelque chose avait fuité. Les premiers articles apparurent en ligne 2 jours plus tard. Le mystérieux Adrien Morel aperçu dans une cité de Montreuil. Qui est cette femme qui l'a accompagné chez un pédiatre privé? Les tabloïds ne tardèrent pas à fouiller son identité, son nom, son travail, sa vie. Elle lut, sidérée, les mots écrits sur elle. Employée de maison, mère célibataire, présence régulière dans la demeure Morel. Elle ne savait pas qui avait parlé, ni comment ils avaient obtenu ces informations. Mais le mal était fait. À l'école, 2 parents d'élèves lui posèrent des questions déguisées. Chez elle, une voisine lui fit une remarque mi-amusée, mi-jalouse. Sa mère resta silencieuse, mais son regard disait tout. Camille, humiliée, pensa à démissionner. Elle n'avait pas signé pour cela. Elle ne voulait pas devenir un sujet de rumeur. Elle ne voulait pas que Théo lise un jour ses articles sordides. Elle se sentait envahie, exposée, trahie. Elle écrivit une lettre de démission qu'elle plia soigneusement. Elle la plaça dans son sac, déterminée à la remettre à Adrien le lendemain. Mais il la devança. Lorsqu'elle arriva, il l'attendait dans le salon. Il tenait un dossier à la main. Il la regarda droit dans les yeux. « Je sais ce que vous allez faire, et je vous demande de ne pas le faire. » Elle voulut parler, mais il leva la main. « Je ne cherche pas à vous convaincre. Mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas votre faute. C'est moi qui suis responsable de cet emballement médiatique.
J'aurais dû anticiper. J'aurais dû protéger votre nom. » Elle serra les dents. « Ce n'est pas à vous de me protéger. »« Non, » répondit-il calmement. « Mais c'est à moi de réparer ce que ma position a provoqué. » Elle resta debout, figée. Il continua. « Je ne vous demande rien, ni de rester, ni de m'excuser. Mais je veux que vous sachiez que je vous respecte, que je n'ai jamais cherché à vous exposer, que je suis prêt à tout pour que votre fils et votre vie ne soient pas souillés par mes choix ou ma notoriété. » Il posa le dossier sur la table. À l'intérieur, les coordonnées d'un cabinet juridique, des documents préparés pour faire effacer les publications en ligne, un courrier aux rédactions. Il avait pris les devants, pas par culpabilité, mais par devoir. Camille ne prit pas tout de suite la parole. Elle ouvrit le dossier, lut quelques lignes, puis referma. « Je ne veux pas que vous me protégiez, » répéta-t-elle. « Je veux pouvoir choisir de rester ou non, sans avoir l'impression que vous décidez à ma place. » Il acquiesça. « C'est à vous de choisir. » Elle posa lentement son sac. La lettre de démission y était encore. Elle ne la sortit pas. Ce jour-là, Adrien ne chercha pas à la retenir. Mais pour la première fois, il lui fit face sans filtre. Il parla comme un homme qui n'a plus rien à cacher. Et Camille, bien que secouée, vit dans cette posture quelque chose de plus fort que n'importe quelle déclaration. Et quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Mais elle savait une chose. Elle n'avait plus peur de regarder Adrien dans les yeux. Parce qu'il l'avait enfin vue, tout entière, sans la réduire, sans l'inventer. Camille ne remit jamais la lettre de démission qu'elle avait pliée avec tant de soin. Elle la laissa dans son sac pendant plusieurs jours, comme un rappel silencieux de ce qu'elle était encore libre de faire. Rien ne la liait à Adrien au-delà du contrat. Rien, si ce n'est une reconnaissance mutuelle qui s'était construite lentement, à coups de gestes simples et de silences partagés. Elle continua à se rendre à la maison de Neuilly chaque matin, sans savoir si cette constance relevait de l'habitude ou d'un attachement qu'elle refusait de nommer. Les regards de l'extérieur persistaient, plus sournois que directs. Elle croisait désormais dans la rue des visages familiers qui s'attardaient une seconde de trop sur le sien. Les murmures ne l'atteignaient pas frontalement, mais leur présence flottait autour d'elle, comme un nuage sourd. Elle s'y habituait à contre-cœur. Adrien, quant à lui, restait fidèle à sa discrétion. Depuis leur dernière conversation, il ne cherchait plus à provoquer de rencontres, mais il était toujours là. Il travaillait dans son bureau, passait dans les couloirs, s'arrêtait parfois dans la cuisine pour un café silencieux. Il ne cherchait pas à combler le vide. Il le respectait. Et Camille, de son côté, commençait à comprendre que cette retenue n'était pas du désintérêt, mais une forme rare de pudeur. Elle sentait dans ses absences une présence, et dans ses silences, une attention continue. Un jeudi matin, alors qu'elle finissait de ranger les draps de la chambre d'amis, il apparut sur le seuil de la porte. Elle sursauta légèrement, surprise de le voir là, si tôt. Il ne dit rien tout de suite. Il entra dans la pièce, regarda autour de lui, puis s'arrêta à quelques pas d'elle. « Je voulais vous parler. » Camille hocha la tête, posant la housse de couette sur la commode. « Dites-moi. » Il hésita, les mains dans les poches. « Je ne suis pas doué pour ces choses-là. Je passe pour quelqu'un de distant, peut-être froid, mais ce que je ressens, je le ressens profondément, même si je ne le dis pas bien. » Elle ne répondit pas. Il poursuivit. « Depuis que vous êtes ici, je me suis surpris à attendre vos pas dans le couloir, à lire vos mots sur des papiers banals comme s'ils étaient importants, à vouloir vous poser des questions et ne pas oser. J'ai essayé de ne rien forcer, de ne rien imposer, mais je crois qu'il est temps de vous dire la vérité. » Il inspira lentement. « J'éprouve quelque chose pour vous, pas un caprice, pas un fantasme, un attachement, une admiration, une forme de calme quand vous êtes là. Et ça me fait peur, parce que ce n'était pas prévu. » Camille soutint son regard. Elle n'était ni surprise ni flattée. Elle était simplement là, attentive. « Et vous attendez quoi de moi ?» demanda-t-elle enfin. « Rien, absolument rien. Si ce que je ressens reste sans écho, je le comprendrai. Je ne veux pas vous déranger ni changer votre vie. Je veux juste que vous sachiez que vous comptez, que vous m'avez réveillé quelque chose que je croyais éteint. » Elle resta silencieuse. Longtemps. Elle n'éprouvait pas de colère, mais elle refusait que cette conversation prenne une tournure déséquilibrée. Elle tenait trop à sa dignité pour se laisser entraîner dans une histoire où elle serait l'exception qui confirme la règle, le symbole d'une rédemption ou d'un nouvel élan. « Je vous crois, dit-elle calmement,
et je vous respecte pour votre honnêteté. Mais je ne suis pas une échappatoire. Je ne suis pas une femme qui attend qu'un homme riche l'arrache à sa vie. Je ne veux pas être vue comme celle qui a été choisie. Je veux marcher à côté, pas derrière, pas comme une gratitude vivante. » Adrien baissa les yeux, absorbant chaque mot. « Je ne veux pas vous sauver, Camille. Je veux construire quelque chose, si c'est possible, si vous en avez envie. Mais je comprends que vous ayez besoin de plus. » Elle inspira à son tour. Elle sentait l'émotion l'envahir, mais elle la contint. Ce qu'il disait n'était pas mal. Ce n'était pas faux. Mais elle avait trop souffert pour accepter de plonger sans balise. Elle voulait pouvoir poser ses limites, être sûre que sa parole compterait autant que ses gestes. « Je n'ai pas dit non, » murmura-t-elle. « J'ai dit que je voulais le faire avec dignité. » Il releva les yeux, presque soulagé. « Alors faisons les choses lentement, comme vous le voulez. » Elle acquiesça, ce fut tout. Pas de promesses, pas de baisers, pas de serment, juste deux personnes debout dans une chambre, conscientes que quelque chose venait d'évoluer. Pas un bouleversement, un déplacement, un pas peut-être vers un futur commun, mais surtout un pacte silencieux de respect mutuel. Les jours qui suivirent furent comme suspendus. Ils ne changèrent rien à leurs habitudes. Ils continuèrent à se croiser dans les couloirs, à se parler brièvement, à échanger sur les petites choses du quotidien. Mais dans leur silence planait désormais une reconnaissance partagée. Ils n'avaient pas besoin d'aller vite. Ils avaient juste besoin que l'un sache que l'autre ne jouerait pas avec ce lien fragile. Et pour la première fois depuis longtemps, Camille se surprit à rentrer chez elle le soir avec une forme de paix. Non parce qu'elle s'était engagée, mais parce qu'elle avait été entendue et respectée. Et cette nuit-là, elle dormit profondément, sans crainte, sans défense, sans masque, parce qu'elle n'était plus seulement la femme de ménage, ni la mère seule, ni la fille dévouée. Elle était Camille, et c'était déjà beaucoup. La déclaration d'Adrien, bien que posée, mesurée, sincère, fut comme une pierre jetée dans l'eau tranquille du quotidien de Camille. L'onde ne se propagea pas immédiatement. Ils continuèrent à se voir dans les mêmes espaces, aux mêmes heures, dans cette maison devenue plus que son lieu de travail. Mais quelque chose avait été dit, enfin. Et même si ni l'un ni l'autre n'avaient mis de nom sur ce qui se formait entre eux, le lien ne pouvait plus être ignoré. Camille ne cherchait pas à se convaincre de ce qu'elle ressentait, et Adrien ne pressait rien. Ce qui les unissait grandissait en silence, sans règles précises, sans élan précipité, mais avec une clarté nouvelle. Cependant, le monde extérieur, lui, n'avait pas cette délicatesse, et ce fut précisément cette absence de subtilité qui déclencha ce qu'elle avait toujours redouté, l'exposition publique. Un lundi matin, en arrivant à la maison, Camille sentit une tension inhabituelle. Le gardien de la grille l'accueillit avec une politesse trop raide. L'un des assistants d'Adrien passa dans le couloir sans la saluer, un dossier pressé contre sa poitrine, le regard fuyant. Elle sentit immédiatement que quelque chose s'était produit. Elle poursuivit néanmoins son travail, s'occupant de la cuisine, de la buanderie, du grand salon, sans se laisser distraire. Ce n'est qu'à midi qu'Adrien la rejoignit. Il tenait un téléphone à la main, l'air grave, les traits tirés. Il posa l'appareil sur la table, l'écran allumé. Un article, son visage, le sien, et un titre qui claquait comme une gifle. Adrien Morel amoureux de sa femme de ménage, la société divisée. Elle sentit un coup au ventre. Pas de choc, pas de colère, une forme de lassitude. Elle s'assit lentement. Adrien prit place en face d'elle. « C'est sorti ce matin, dit-il. J'ai essayé de faire retirer les publications, mais le mal est fait. » L'article détaillait leur prétendue idylle, citait des proches anonymes, glissait des commentaires sur la différence de classe, sur son passé de mère célibataire, sur ses origines modestes. Des images d'elle, prises visiblement à son insu devant l'école de Théo dans la rue, sortant de chez elle. Elle avait été suivie, photographiée, disséquée. Et surtout, elle était désormais associée à lui de manière définitive, publique, brutale. Elle leva les yeux vers Adrien. Et maintenant, il inspira profondément. « J'ai pris une décision. » Elle fronça les sourcils. « Laquelle ? Je vais rendre tout cela public, pas pour justifier ce que je ressens, mais pour affirmer que je n'ai rien à cacher, que je n'ai rien à renier. » Elle secoua lentement la tête. « Tu sais ce que ça implique ?» Il hocha la tête. « Les investisseurs vont me lâcher. Certains partenaires refuseront de continuer à travailler avec moi.
On dira que je suis instable, influençable, que j'ai perdu le sens des affaires, mais je suis prêt à l'assumer. » Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se retourna vers lui. « Tu crois que je peux vivre avec ça? Savoir que tu perds des contrats à cause de moi, que des gens parlent de moi comme d'un obstacle à ta réussite, ce n'est pas toi, Camille, le problème, c'est eux. Le problème, c'est cette idée que seuls certains amours sont acceptables, que certains milieux doivent rester fermés. Moi, je refuse ce schéma. » Elle croisa les bras. « Et si moi, je n'en veux pas de cette exposition? Si moi, je ne veux pas être le centre d'un scandale ou d'un débat sur la dignité des classes populaires? » « Alors je me tairai, répondit-il sans hésiter. Si tu me demandes de me taire, je le ferai. Mais je te devais cette vérité. Je suis prêt à affronter le regard des autres. Pas pour faire un geste spectaculaire, juste pour ne pas me cacher. » Elle resta silencieuse, puis elle sortit, sans claquer la porte, sans rien ajouter. Pendant plusieurs jours, elle ne vint pas à la maison. Elle resta avec Théo, fit le point avec elle-même. Les mots d'Adrien tournaient dans sa tête, mêlés à ceux qu'elle lisait dans les journaux ou qu'elle entendait autour d'elle. Elle évita les réseaux sociaux, éteignit la télévision, demanda à sa mère de ne plus rien lui rapporter. Elle se replia, non par faiblesse, mais pour retrouver sa propre voix. Puis un matin, alors qu'elle déposait Théo à l'école, elle aperçut une affiche sur un arrêt de bus. Une photo d'Adrien accompagnée d'une déclaration publique. « Je ne cache pas ce que je ressens. Je ne me cache pas. » Il n'y avait pas son nom à elle, pas son visage, juste cette phrase, claire, droite, sans détour. Elle comprit alors qu'il avait tenu parole. Il avait parlé sans l'exposer. Il avait assumé sans la sacrifier. Il n'avait pas cherché à se faire aimer. Il avait simplement choisi de ne pas avoir honte. Et pour Camille, ce fut un basculement. Le soir même, elle se rendit à la maison. La première fois depuis une semaine. Elle entra sans bruit, comme toujours. Elle ne trouva pas Adrien dans son bureau ni dans le salon. Elle le trouva dans la bibliothèque, assis, un livre ouvert, les lunettes glissées sur le nez. Il releva la tête. « Ne dis rien. » Elle s'avança, s'assit en face de lui. « J'ai vu l'affiche. Je n'ai pas mis ton nom. Je sais. » Silence. Puis elle reprit. « Je ne veux pas d'un conte de fées. Je ne veux pas devenir une vitrine. Je veux pouvoir avancer avec toi, sans avoir à justifier chaque geste. » « Alors on le fera à notre manière, répondit-il. Elle sourit faiblement. Ce ne sera pas simple. Rien d'essentiel ne l'est. Ils restèrent ainsi un long moment, sans gestes inutiles, sans effusion, mais avec cette certitude partagée que, malgré tout ce que le monde leur renverrait, ils avaient retrouvé une forme d'équilibre. Et Camille, pour la première fois, n'avait plus peur de ce que cela voulait dire. Le bruit extérieur s'était calmé sans disparaître. Il ne faisait plus les gros titres, mais Camille sentait encore sa présence diffuse, dans certains regards prolongés, dans les murmures échappés d'un coin de bouche, dans les hésitations des commerçants du quartier lorsqu'elle entrait dans une boutique. Elle avait repris ses trajets, ses allées et venues, entre l'école de Théo, les rendez-vous médicaux de sa mère et la maison d'Adrien. Rien ne semblait avoir changé, et pourtant, tout était légèrement déplacé. Elle évoluait dans une réalité où elle était vue, non plus comme invisible parmi les autres, mais comme une curiosité, une exception, une étrangeté sociale, et cela lui pesait. Pourtant, elle tenait bon, non par orgueil, mais parce qu'elle sentait que quelque chose de solide, de rare, était en train de se construire entre elle et Adrien. Il n'avait pas reculé, il n'avait pas cherché à minimiser, ni à faire semblant que tout était rentré dans l'ordre. Il assumait. Chaque jour, sans bruit, sans geste grandiloquent, il se comportait comme un homme qui respecte ce qu'il bâtit, même si les fondations dérangent ceux qui les observent de loin. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'Adrien préparait un mouvement plus vaste, plus profond, un geste qui n'était pas pour elle, mais qui naîtrait d'elle. Un matin, alors qu'elle venait à peine d'ouvrir les volets de la salle à manger, Adrien entra, plus tôt que d'habitude. Il avait un dossier à la main, des cernes sous les yeux, et cette expression déterminée qu'elle reconnaissait désormais sans peine. « J'ai vendu une part importante de mon entreprise », dit-il sans préambule. Elle se retourna brusquement. « Tu as quoi ?»« J'ai cédé 20% des parts à un groupe indépendant. C'était en discussion depuis quelques semaines. J'ai finalisé hier. »« Pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« Parce que je ne voulais pas t'impliquer. »
Ce n'est pas une décision qui te concerne directement, mais tu es à l'origine de ce qui m'a poussé à la prendre. » Elle fronça les sourcils, méfiante. « Adrien, je ne veux pas que tu sacrifies ce que tu as construit pour moi. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas un sacrifice, c'est un recentrage. J'ai passé des années à accumuler, à gérer des flux, à surveiller des bilans. Et tout ce temps, je pensais que cela suffisait à me définir. Puis tu es arrivé, avec ta rigueur, ta discrétion, ton attention. Tu as remis de l'ordre dans cette maison, mais surtout dans mes priorités. » Il posa le dossier sur la table. « Je vais ouvrir une fondation. Elle portera le nom de ta mère. C'est une décision déjà actée. Le but est simple, apporter un soutien concret à des femmes comme toi, des mères seules, des personnes qui cumulent les responsabilités invisibles sans jamais recevoir de reconnaissance. » Camille recula d'un pas, abasourdie. « Tu veux transformer ta fortune en une œuvre de charité pour me faire plaisir? Non. Je veux transformer une part de mon pouvoir en outil utile, parce que j'en ai les moyens. Et parce que tu m'as montré que le luxe véritable n'est pas celui que j'achetais, mais celui que tu fabriques chaque jour sans que personne ne le voie. » Elle resta un long moment sans parler. Tout cela allait vite, trop vite. Mais elle ne percevait pas dans ses paroles une volonté de l'impressionner. Elle lisait dans ses yeux une résolution, une forme de paix qu'elle ne lui avait encore jamais vue. Il n'agissait pas sous l'impulsion d'un amour éphémère. Il mettait son énergie, ses ressources, sa notoriété au service d'une idée qu'elle incarnait à ses yeux, celle de la dignité silencieuse. Elle s'assit, les mains posées sur la table, la voix presque brisée. « Et moi, là-dedans? Tu veux que je sois quoi? Une ambassadrice? Une image? Je veux que tu sois ce que tu veux être. Si tu veux continuer ici, dans cette maison, tu peux. Si tu veux gérer la fondation, tu peux aussi. Et si tu veux tout quitter, partir loin d'ici, tu as le droit. Je ne veux rien t'imposer. » Elle le regarda longuement. Il y avait dans ses yeux une sincérité qu'elle ne pouvait pas nier. Mais il y avait aussi un vertige, celui de devenir, à travers lui, un symbole. Ce n'était pas ce qu'elle avait voulu. Ce n'était pas ce qu'elle avait cherché. Mais c'était là. Les semaines suivantes furent consacrées à la mise en œuvre de cette idée. Camille accepta d'y contribuer, mais à sa manière. Elle ne prit pas la direction de la fondation. Elle refusa toute exposition médiatique. Elle aida à choisir les premières femmes qui bénéficieraient du soutien. Elle assista à des réunions, écouta, proposa des idées, toujours en retrait, toujours en contrôle. Le nom de sa mère, affiché sur les documents officiels, la bouleversa. Ce fut sa seule faiblesse apparente. Ce nom banal et modeste devenait un refuge, une balise. Elle le vit écrit pour la première fois lors d'une réunion avec les avocats. Elle le fixa longuement, puis sortit de la pièce sans un mot. Adrien la suivit, mais ne dit rien. Il savait que certaines émotions ne peuvent pas être contenues dans des phrases. Camille rentra chez elle ce soir-là avec Théo qui courait autour d'elle, riant, insouciant. Elle le regarda comme pour la première fois. Elle comprit alors que la vie qu'elle construisait n'était plus en sursis. Ce qu'elle bâtissait avec Adrien n'était pas une échappatoire. Ce n'était pas une dette. C'était une traversée qu'ils avaient entamée côte à côte. Et dans cette traversée, elle n'était pas la femme que l'on sauve. Elle était celle qui marchait, qui décidait, qui construisait. Chaque jour, avec la même force, la même lucidité. Alors, ce soir-là, pour la première fois, elle se permit d'envisager une réponse. Pas une promesse, mais un choix qu'elle ferait bientôt et qui lui appartiendrait entièrement. Camille ne répondit pas immédiatement à la proposition d'Adrien. Elle n'en parla ni à sa mère ni à Théo, pas même à ses anciennes collègues avec qui elle échangeait encore, à l'occasion, sur les horaires ou les conditions de travail dans d'autres maisons. Elle garda tout pour elle, dans ce lieu intérieur qu'elle avait appris à préserver de toute influence. Ce n'était pas de la méfiance. C'était un instinct de protection. Elle avait passé trop de temps à se reconstruire seule pour confier à d'autres la responsabilité de ce choix. Ce choix, justement, ne concernait pas un poste, un homme ou une structure philanthropique. Ce n'était pas une décision sur un futur à deux ou sur une visibilité à assumer. C'était bien plus fondamental. Il s'agissait de décider de rester là, non pas comme une survivante qui accepte une main tendue, mais comme une femme libre de poser ses conditions, de dire oui sans rien renier de ce qu'elle avait été. Pendant plusieurs jours, elle continua à travailler à la maison de Neuilly comme si rien n'avait changé. Elle reprit sa routine avec la même minutie.
Elle nettoyait les objets avec la même attention, rangeait les pièces avec le même souci du détail, saluait Adrien avec la même retenue. Mais quelque chose en elle s'était déplacé. Elle observait l'espace comme si elle le redécouvrait, non plus comme un lieu étranger qu'elle devait traverser avec prudence, mais comme un environnement qu'elle pourrait peut-être, un jour, appeler chez elle, si elle le voulait. Elle n'attendait pas de grands changements. Elle ne cherchait pas une déclaration. Ce qu'elle voulait, c'était la possibilité d'exister là, dans cette maison, dans cette relation, sans avoir à s'effacer. Adrien, de son côté, respectait cette attente. Il ne lui parlait plus de la fondation. Il ne revenait pas sur les décisions passées. Il n'évoquait pas d'avenir commun. Il se contentait d'être là, présent, discret, attentif. Il continuait à travailler, à organiser ses affaires, à superviser les équipes. Mais il gardait pour Camille une place constante, une attention silencieuse. Il n'attendait pas de réponse. Il acceptait le rythme qu'elle imposait. C'est au bout de 2 semaines qu'elle prit sa décision. Et ce fut un choix sans fanfare, sans phrase symbolique. Un matin, elle arriva plus tôt que prévu. Elle frappa à la porte du bureau d'Adrien, chose qu'elle n'avait jamais faite. Il leva les yeux de son ordinateur, surpris. Elle entra, referma doucement la porte derrière elle et resta debout face à lui. « Je vais rester », dit-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Il la regarda longuement, tentant de lire dans ses yeux plus que dans ses mots. « Pas comme employée, reprit-elle. Je vais rester comme femme, comme mère, comme fille, et si tu veux, comme celle avec qui tu peux partager une vie. Pas une image, pas une promesse. Une vie, simple, vraie. » Il se leva, s'approcha d'elle, mais elle leva la main. « Je ne veux pas de geste pour sceller ce moment, pas de symbole. Je veux que ce soit lent, que tu acceptes ma vie comme elle est. Ma mère, mon fils, mes habitudes, je ne veux pas qu'on vive sous un feu de projecteur. Je veux qu'on réinvente quelque chose, à notre manière. » Adrien hocha la tête. « À ton rythme, Camille. Je suis là. » Et ce fut tout. Pas d'embrassade, pas de mots tendres. Une acceptation simple, nette. À partir de ce jour, Camille commença à passer plus de temps dans la maison, mais différemment. Elle n'y venait plus comme une salariée, ni comme une invitée. Elle y passait des après-midi à lire dans la bibliothèque, pendant que Théo faisait ses devoirs dans le bureau voisin. Elle y préparait parfois des repas, non par devoir, mais par envie. Elle y accueillait sa mère, qui, bien que réticente au départ, trouva dans le jardin un coin où elle pouvait s'asseoir et observer le monde sans le bruit habituel des hôpitaux ou des couloirs étroits. La maison changea. Elle perdit un peu de sa froideur, de sa perfection glacée. Elle devint vivante. Théo s'y sentait à l'aise. Il courait dans les couloirs, organisait ses petites affaires dans une chambre qu'Adrien lui avait discrètement fait aménager. Il ne posait pas de questions. Il acceptait ce nouveau chapitre avec la souplesse des enfants qui n'ont pas encore appris à avoir peur de ce qui semble trop beau. Adrien, de son côté, apprenait. Il apprenait à vivre avec des horaires fluctuants, des cris d'enfants, des repas simples, des silences non solennels. Il découvrait la fatigue des nuits hachées, la nécessité de parler moins pour écouter plus, la beauté d'un quotidien partagé sans stratégie. Camille ne s'effaçait pas. Elle gardait son indépendance. Elle continuait à gérer les rendez-vous médicaux de sa mère, à faire ses courses elle-même, à maintenir certains contrats de ménage qu'elle n'avait pas voulu abandonner. Non parce qu'elle doutait d'Adrien, mais parce qu'elle savait que son équilibre passait par cette autonomie. Elle voulait que son amour, s'il devait naître, ne soit jamais une dette, un refuge ou une compensation. Et Adrien, fidèle à ce qu'il avait promis, ne tenta jamais de la convaincre du contraire. Il accueillait ce qu'elle donnait, avec une pudeur rare. Il ne la pressait pas. Il ne cherchait pas à accélérer les choses. Il acceptait le chemin. Un soir, alors qu'il dînait dehors, sous les premières étoiles de septembre, Théo s'endormit sur un fauteuil. Sa mère tricotait à quelques pas, concentrée. Adrien servit une dernière coupe de vin à Camille, qui l'accepta avec un petit sourire. Ils restèrent silencieux un moment, observant la nuit tomber sur la ville endormie. Et dans ce silence, il n'y avait ni attente, ni regret, ni besoin de combler quoi que ce soit. Il y avait juste 2 vies qui, lentement, sans éclat, avaient trouvé une manière d'exister ensemble, sans avoir besoin de nom, sans avoir besoin d'approbation, mais avec, pour la première fois, la sensation très concrète d'un avenir possible, partagé et libre. Le mois d'octobre s'était installé doucement,
recouvrant les arbres de teintes ambrées et déposant sur les trottoirs de Neuilly une lumière plus pâle, plus douce. La maison d'Adrien, autrefois silencieuse et presque figée, vibrait désormais d'une présence discrète mais constante. Les rires de Théo y résonnaient entre les murs, les pas de Camille y laissaient une empreinte familière, et la voix fatiguée de sa mère s'y faisait entendre parfois lorsqu'elle appelait depuis le jardin ou demandait une tasse de thé au salon. Ce n'était pas un foyer dans le sens classique du terme, ni une maison recomposée. C'était un lieu vivant, modelé à partir de leur réalité, sans artifice, sans convenance, sans stratégie sociale. Adrien n'avait rien imposé. Depuis le choix de Camille, il s'était tenu à son engagement initial, lui laisser l'espace d'exister comme elle l'entendait. Il continuait à travailler, à diriger ses affaires, à superviser la fondation désormais active qui portait le nom de la mère de Camille. Mais chaque soir, il rentrait à la maison avec une expression apaisée, comme s'il avait cessé de courir après quelque chose. Il ne cherchait plus à prouver sa légitimité, ni à défendre ses décisions. Il vivait aux côtés de Camille, dans un présent assumé, parfois chaotique, parfois banal, mais toujours réel. Camille, elle, avait trouvé un rythme qui lui convenait. Elle avait réduit ses heures de travail ailleurs, conservant 1 ou 2 contrats choisis, non pas par besoin financier, mais par principe. Elle tenait à garder un lien concret avec son ancienne vie, non pour s'y accrocher, mais pour se rappeler qu'elle n'avait pas été définie par les circonstances et qu'elle n'était jamais la conséquence d'un homme ou d'un coup du sort. Elle se levait tôt, organisait la maison sans rigidité, gérait les repas et les courses, suivait la scolarité de Théo avec une implication que peu remarquaient, mais que lui sentait profondément. Les médias, après une brève période d'insistance, avaient fini par se lasser. Le couple discret qu'elle formait avec Adrien ne générait pas de scandale, pas de récits sulfureux, pas de rebondissements. Ils avaient compris que rien n'allait sortir de cette histoire, en dehors d'une normalité trop humaine pour les vendre. Et peu à peu, Camille retrouva l'anonymat qu'elle avait toujours préféré. Elle redevenait libre dans l'ombre, et cela suffisait. Le jour de son anniversaire approchait, mais elle n'avait rien prévu. Depuis des années, cette date n'était plus qu'un passage sur le calendrier, un repère que seule sa mère ou parfois une ancienne amie daignait évoquer. Cette année-là, elle n'avait rien dit, pas même à Adrien. Elle ne voulait pas de fête, encore moins d'un geste excessif. Elle voulait simplement que ce jour passe comme les autres, avec un café, quelques tâches ménagères, une promenade avec Théo, peut-être un moment de calme au jardin. Mais Adrien avait préparé autre chose. Rien de spectaculaire, rien de mondain. Un geste pensé, mesuré, profondément intime. Ce matin-là, elle se leva avant tout le monde, comme à son habitude. Elle s'apprêtait à préparer le petit déjeuner lorsqu'elle remarqua que le jardin avait été aménagé différemment. Une table en bois avait été dressée sous le vieux platane, décorée avec des nappes simples, de la vaisselle en faïence, des fleurs fraîches. Théo courait déjà dehors, un dessin à la main, les joues roses d'excitation. Sa mère était installée dans un fauteuil, une couverture sur les genoux, le regard tranquille. Adrien, debout près de la table, l'attendait avec une expression neutre, mais une tension dans les épaules. Camille s'approcha, décontenancée. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« Juste un déjeuner. Pour toi. Pour aujourd'hui. » Elle allait répondre qu'il ne fallait pas, qu'elle ne voulait rien de spécial, qu'elle préférait la simplicité. Mais elle se tut, parce qu'il n'y avait pas d'excès dans ce qu'il avait fait. Il n'y avait pas de mise en scène, juste une attention précise, sobre, qui la touchait plus qu'elle ne l'aurait cru. Ils s'installèrent ensemble, Théo au milieu, riant, parlant sans arrêt. Sa mère souriait, parfois fatiguée, mais plus sereine qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Ils mangèrent simplement, des plats qu'elle aimait, sans flonflon, sans discours. Et à la fin du repas, Adrien se leva, alla chercher une boîte plate en carton. Camille pensa un instant à un bijou, à un cadeau coûteux qu'elle n'oserait jamais porter. Mais il revint avec une enveloppe qu'il lui tendit. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre écrite à la main. Il ne l'avait pas signée. Il n'avait pas daté non plus. Il avait simplement écrit avec une écriture droite et nette « Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une déclaration. C'est un engagement. Je ne veux pas te sauver. Je ne veux pas t'acheter. Je veux construire ce que tu construis déjà chaque jour. Un foyer. Pas un château. Pas un refuge. Un endroit où les gens peuvent respirer, parler, tomber, recommencer. Je ne veux pas que tu m'aimes comme on aime dans les romans. Je veux que tu me choisisses un jour puis le suivant,
et encore après quand ce sera difficile. Moi, je le fais déjà. » Camille lut en silence. Une fois, 2 fois. Puis elle reposa la lettre sur la table. Les larmes montèrent, non pas de tristesse, ni même d'émotion soudaine, mais d'une reconnaissance muette, une gratitude profonde envers cet homme qui avait su entendre ce qu'elle n'avait jamais dit. Elle le regarda. Il ne bougea pas. Il ne la pressa pas. Il attendait simplement. Alors elle se leva, s'approcha, posa une main sur son bras, et pour la première fois, elle le fit sans réserve. Elle ne répondit pas par des mots, elle n'en avait pas besoin. Tout était déjà là, dans le regard de son fils, dans la présence paisible de sa mère, dans la table dressée sans prétention, dans la lettre sans effet de style. Elle était à sa place, non parce qu'on l'y avait invitée, mais parce qu'elle l'avait choisie. Qu'en ce jour d'anniversaire, pour la première fois de sa vie, Camille Dupont ne ressentit ni fatigue, ni doute, ni attente, seulement l'apaisement profond d'avoir enfin trouvé ce qu'elle croyait réservé aux autres. Un chez-soi, une histoire à elle, un amour qui ne demande pas d'être parfait pour être vrai.